Non seulement ici en Europe, mais aussi aux États-Unis. Musique. L'armée ukrainienne a enseigné deux leçons précieuses aux forces russes dans la région de Donetsk. Le lieu était la jonction de Pokrovsk-Dropilia à Donetsk. Les forces russes avaient initialement annoncé qu'elles avaient occupé de vastes zones dans ces deux localités. Cela était effectivement le cas. Des chars russes tentaient de percer les défenses ukrainiennes dans les deux localités. Les bombardements de chars avaient considérablement affaibli les capacités défensives de l'armée ukrainienne. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, a confirmé qu'au début du mois, ils avaient perdu une zone d'environ 5 km² sur l'axe de Pokrovsk. Cette perte prenait la forme d'une saillie étroite composée de petites infiltrations depuis plusieurs axes s'appuyant sur des lignes d'arbres. Les troupes russes avaient même commencé à établir des tranchées des centres de commandement et des dépôts d'armes dans cette zone. Cependant, le plan militaire de Kiev a dévasté l'armée russe à Pokrovsk et Dorilia. Même l'administration de Moscou n'aurait pas cru ce que ses soldats ont rencontré dans ces deux zones. Alors comment les forces armées ukrainiennes ont-elles réussi cela à Pokrovsk et Dorilia? Comment Kiev a-t-elle sauvé ces deux localités du bourbier de l'occupation russe? Le premier point à observer est Pokrovsk. Du point de vue ukrainien, la priorité à Pokrovsk était de neutraliser rapidement les flancs de la Saïli et d'établir un verrou de feu sur les lignes de retraite. Les véhicules aériens sans pilote UAV ukrainiens ont marqué les véhicules de ravitaillement dans les lignes arrières et l'artillerie à moyenne portée ainsi que les systèmes de roquettes ont bombardé ces lignes de manière intermittente. L'objectif initial de Kiev était de reprendre les zones occupées à Pokrovsk. Dans les jours suivants, des contre-attaques ont été menées par vagues avec des systèmes de roquettes HIMARS et des drones kamikazes, s'abattant comme un cauchemar sur les troupes russes et les convois militaires à Pokrovsk. En particulier, chaque convoi russe se dirigeant vers Pokrovsk, contenant des chars de combat principaux, devenait une cible pour les roquettes HIMARS. Entre 1 et 3 convois militaires étaient touchés par des attaques de roquettes ukrainiennes chaque jour. De même, les drones avaient efficacement interdit à ces convois russes d'entrer à Pokrovsk. De plus, les pertes quotidiennes de l'armée russe à Pokrovsk dépassaient 100 hommes. Après ces pertes quotidiennes, les positions dans la zone étaient nettoyées une par une. Suite à ces lourdes attaques offensives, la partie ukrainienne a annoncé qu'elle avait repris une zone dépassant 26 km² à Pokrovsk et avait déplacé la ligne de contrôle vers des seuils de terrain plus sécurisés. Kiev a confirmé qu'elle avait réussi à libérer plus du double de la superficie qu'elle avait perdue. Reprendre plus de 5 fois la superficie perdue a été décisif en termes de morale et de sécurité des approvisionnements. Les zones reprises comprenaient de petites élévations des carrefours routiers et des crêtes adaptées à l'observation. Le contrôle de ces points a permis à la défense d'établir sa zone de feu plus tôt lors des tentatives d'assaut ultérieures. En fin de compte, le tableau créé par la percée initiale a été inversé en une semaine. Cette transformation réalisée par l'Ukraine à Pokrovsk n'était pas le résultat d'une seule grande attaque, mais plutôt comme mentionné d'une série de petites manœuvres rapides. Les unités ont identifié les saillies laissées par les forces russes sur la carte comme des marques de dents et les ont réduites par une pression sur les flancs. La reconnaissance par drone s'est poursuivie jour et nuit, et à la fin de chaque jour, les cibles pour le lendemain étaient répertoriées. La puissance de feu était divisée en courtes fenêtres plutôt qu'en un seul tir groupé et s'intensifiait dès qu'un mouvement était détecté. Les véhicules de secours et de renfort étaient spécifiquement suivis et inclus dans l'ensemble des cibles. Cette méthode se concentrait sur la perturbation du rythme et l'extinction de la pression plutôt que sur la destruction par un seul coup. Les forces terrestres effectuaient de courts bonds vers les bâtiments cibles et les lignes de tranchées dès que l'artillerie se taisait. Au lieu de positions fixes, des patrouilles flexibles et de petites poches défensives prêtes à se replier étaient établies sur les pointes nettoyées. Cela affaiblissait les chances de retour de l'ennemi le même jour. Après un nettoyage rapide, le déminage et le balayage des engins explosifs improvisés EEI étaient lancés et la ligne était sécurisée tout au long de la nuit. Le commandant des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, a souligné 2 points en expliquant la situation sur cet axe. Le premier point était que les forces russes avaient effectué des infiltrations notables dans des zones étroites au cours des premiers jours du mois, mais celles-ci ont été rapidement repoussées. Le succès des infiltrations reposait sur de petits groupes avançant le long des lignes d'arbres et des chemins de campagne pendant les heures sombres. Cependant, ces mêmes lignes devenaient des cibles exposées à l'aube,
et les lignes de retrait étaient prises dans des tirs planifiés. Sierski a déclaré qu'il préférait contrer la pression venant de multiples petites flèches plutôt que d'une grande flèche en utilisant la même méthode, mais avec une discipline de feu plus élevée. Le second point mis en avant était la rapidité de la récupération, montrant que les mouvements pour compenser les pertes initiales se situaient dans une plage horaire quotidienne. Cette rapidité renforçait l'initiative défensive et empêchait la croissance de petites saillies. Selon Sierski, le point clé était le principe de s'engager au bon endroit sans en faire trop. Ce principe semble avoir fonctionné à Pokrovsk et le discours correspond aux données sur le terrain. D'autre part, l'axe de Dorelia, où la deuxième leçon historique a été enseignée, a fourni un exemple plus sévère de cette méthode et les chiffres ont peint un tableau similaire. Sierski a noté que les forces russes avaient capturé une zone d'environ 13,5 km près de Dorelia début août par des infiltrations. Ce gain prenait la forme d'une poche contenant plusieurs carrefours routiers et des bandes d'arbres entre les champs. Peu après, il a été annoncé que l'Ukraine avait repris une zone de 25,5 km dans la même région. Cette inversion frappante réalisée par l'Ukraine était significative non seulement en termes de superficie, mais aussi en termes de nature du territoire. En effet, les zones reprises étaient des nœuds reliant de petites élévations offrant des angles de direction et des routes d'approvisionnement secondaires. Les forces ukrainiennes ont comprimé la poche des deux côtés et ont nettoyé l'intérieur en établissant un verrou de feu sur la ligne de retrait. La zone nettoyée a été systématiquement balayée et des poches défensives ont été établies. Ce modèle en 2 étapes a été reproduit autour de Pokrovsk. En conséquence, les gains initiaux se sont estompés avant de pouvoir se solidifier en une ligne stable. En regardant le tableau d'ensemble, il a été annoncé que l'Ukraine avait libéré plus de 58 km² au cours du dernier mois. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Sierski, a publié des rapports confirmant ces chiffres. Ce nombre ne représentait pas seulement des vides dans les champs. De nombreux petits villages et seuils de terrain étaient inclus dans ce total. Les zones libérées comprenaient des carrefours routiers de petits passages d'eau et des crêtes adaptées à l'observation avancée. Cette approche sélective se concentrait non seulement sur la superficie, mais aussi sur la reconquête de territoires utilisables. Ainsi, lors de la prochaine tentative défensive, la ligne de défense pouvait fonctionner avec une meilleure visibilité et des angles de tir. Il a fallu quelques jours pour que la ligne se stabilise et la logistique s'est rapidement adaptée à la nouvelle ligne. Au cours de la même période, le nombre d'attaques russes est resté élevé dans les deux régions, mais n'a pas pu s'approfondir. Cette situation montrait que l'offensive s'étendait horizontalement, mais ne pouvait pas percer verticalement. La défense a atténué l'offensive généralisée en la divisant en parties et a transformé chaque opportunité créée en petite contre-attaque. Le bilan de fin de mois a montré que cette stratégie fonctionnait. Les sources ukrainiennes ont rapporté que plus de 350 attaques russes ont été repoussées en un seul mois dans la direction de Pokrovsk. Ce nombre illustrait la continuité des tentatives des forces russes, mais leur impact limité. Les attaques de l'armée russe se répétaient sur un large front, avec de petits groupes et des convois de renforts. Les efforts pour établir des nids de mitrailleuses, des positions de mortiers et de petites lignes de tranchées dans la zone grise se sont intensifiés. Cependant, la phase de mise en place devenait une cible en raison de la reconnaissance et de la coordination des tirs. Les drones militaires ukrainiens suivaient les mouvements des troupes russes à Pokrovsk et Dorelia, surtout la nuit, et les tirs généralement lancés avant l'aube dispersaient ces petites poches. Les tentatives de secours étaient prises dans des tirs de suivi et les positions étaient de nouveau abandonnées avant la fin de la journée. Ainsi, l'effort pour élargir la zone grise n'a pas réussi à devenir permanent malgré les tentatives successives. La continuité de la pression n'a pas pu compromettre la rapidité de la défense. L'espace de respiration de la ligne pouvait être rétabli chaque jour et la logistique s'adaptait à ce cycle. Au début du mois de septembre, le 425e régiment d'assaut connu sur le terrain sous le nom de Skala a nettoyé 2 villages démontrant que la ligne n'était pas simplement défendue. Les opérations à Novoïk et Oudakne ont entraîné des affrontements brefs mais intenses à l'intérieur et autour des localités. Les 2 villages auraient été débarrassés des forces russes. Les unités ont utilisé de petits éléments blindés et des équipes d'infanterie ensemble aux entrées des localités. Les bâtiments clés ont été marqués et pris avec des raids rapides et un soutien d'artillerie et de drones a été fourni aux lignes environnantes.
Le démantèlement des positions à l'intérieur des localités a été planifié bloc par bloc et non rue par rue, et la durée n'a pas été prolongée. Dès que le cessez-le-feu était établi, les renforts pouvant venir des lignes arrières étaient surveillés par des drones. Les tentatives de récupération étaient retardées car la voie d'accès était touchée et le succès du premier jour devenait permanent. Des équipes de recherche étaient déployées pour chercher des explosifs, puis un système de patrouille flexible était établi. La capture de ces deux villages a accru la sécurité des routes environnantes. Dans les jours suivants, la pression dans cette poche est restée de courte durée, contrairement au mois précédent. Pendant ce temps, le 7e corps de réponse rapide des forces d'assaut aéroportées ukrainiennes a clairement décrit l'intention des forces russes d'élargir les frontières de la zone grise autour de Pokrovsk. Les initiatives ont commencé par de petites tranchées creusées la nuit des nids de mitrailleuses et des positions partielles ouvertes le long de la ligne de terrain. L'objectif était de relever la ligne de défense de demain aujourd'hui et de créer un soutien cumulatif. Si elle n'est pas détectée, cette méthode peut se transformer en une petite saillie en une semaine. La partie ukrainienne répond à ce risque avec une observation thermique et des mini-drones. Les positions sont marquées la première nuit. Des tirs indirects sont lancés le lendemain et des équipes de suppression entrent le 3e jour. Ces suppressions effectuées avant que la position ne soit achevée éteignent la tentative dès le départ. Lorsque la zone grise reste en terrain ouvert, les tentatives nocturnes ultérieures deviennent plus visibles. Lorsque ce cycle est opéré jour après jour, les bulles qui émergent ne peuvent pas grossir. Le résultat est que l'intention d'élargir reste juste une intention. Des signes ont également été observés au cours des dernières semaines autour de Pokrovsk, indiquant que l'infanterie navale russe est utilisée dans différentes percées. L'infanterie navale a été déployée comme force de frappe sur des fronts étroits dans un terrain mixte urbain-rural. Bien qu'elle ait gagné un élan à court terme au contact initial, les champs de mines, les essaims de drones FPV et les tirs d'artillerie planifiés ont rapidement diminué cet élan. Les passages où les véhicules blindés pouvaient être utilisés restaient limités et les éléments d'ingénierie de l'armée russe ont subi des pertes dès le début. Lorsque les véhicules de récupération et de retrait devenaient des cibles, la deuxième vague se dispersait sans avancer. Ce scénario empêchait l'approche de percée à vague unique de fonctionner dans la pratique. Les attaques étaient divisées en parties plus petites, ce qui jouait en faveur de la défense de l'armée ukrainienne. Les petits groupes militaires russes étaient maintenus dans de petites poches et les gains territoriaux ne pouvaient pas être consolidés. Cette situation a forcé une approche de répartition de l'impact sans l'approfondir. Cependant, une pression généralisée diluait la puissance de feu et ouvrait des fenêtres pour les contre-attaques. Alors que la pression blindée et motorisée sur les flancs augmentait, l'objectif était défini comme la fermeture sur Pokrovsk et la coupure des routes d'approvisionnement. Les carrefours routiers, les passages de terre et les petits ponceaux devenaient importants pour cet objectif. La partie ukrainienne a priorisé les ponceaux et les petits ponts sur sa liste de cibles. Les tirs indirects recherchaient des équipements de pontage légers et des tours de maintenance à portée. Les tentatives de fermeture des routes étaient planifiées dans des fenêtres de 24 heures et soutenues par des sabotages à petite échelle. Couper les routes d'approvisionnement même pour 1 heure ralentissait le tempo offensif de l'armée russe dans la région. Avec un tempo ralenti, les vagues d'infanterie russe étaient exposées et le risque de retraite augmentait. Cette perturbation du rythme créait un espace pour des contre-sauts par la défense. Ainsi, alors que les tentatives de fermer les flancs restèrent sur le papier, elles ne parvenaient pas à surmonter les goulots d'étranglement sur le terrain. Les jonctions critiques de la ligne étaient tenues jour après jour. Après tout cela, nous ne pouvons pas dire que les Russes ont complètement abandonné la région. La concentration de personnel et d'équipement dans la région de Donetsk indiquait que le plan définitif d'avancer vers le triangle Pokrovsk-Sloviansk était toujours sur la table. Les mouvements ferroviaires et routiers, les transferts de véhicules lourds et la relocalisation des batteries d'artillerie soutenaient ce tableau. Cependant, les éléments majeurs du plan n'ont pas pu gagner d'élan sur le terrain simultanément. Sans élan, établir une supériorité de feu devenait difficile et les vagues d'infanterie restaient exposées plus longtemps que prévu. Cela donnait à la défense un avantage en termes de drones et d'observation thermique. Une fois que la continuité de l'artillerie était rompue, la méthode de soutien cumulatif ne pouvait pas être maintenue. Ces perturbations empêchaient le plan d'être efficace sur 2 axes séparés simultanément.
En conséquence, la pression s'élargissait, mais ne s'approfondissait pas. Parce qu'elle ne s'approfondissait pas, les fenêtres pour les contre-attaques ne se fermaient pas. Tant que cet équilibre restait intact, la porte d'entrée du triangle Pokrovsk ne s'ouvrirait pas. L'armée russe, pendant ce temps, tente de mettre en œuvre de nouveaux plans sur le terrain pour intensifier ses intentions d'occupation plutôt que de les tempérer pour la période à venir. Selon les estimations partagées par le renseignement ukrainien au cours des derniers mois, le nombre de personnels militaires russes stationnés dans le pays approche les 700 000. Ce nombre permet le transfert de troupes et le flux de réserves entre les fronts. En même temps, il rend la chaîne d'approvisionnement longue et fragile. Appliquer une pression sur plusieurs axes autour de Pokrovsk le même jour nécessite que les approvisionnements passent par 2 ou 3 nœuds simultanément. Lorsque ces nœuds sont surveillés par des drones et de l'artillerie même de courte interruption, réduisant la fenêtre pour l'attaque. Les unités en rotation perdent du terrain dans la courbe d'apprentissage du terrain et les opérations nocturnes deviennent plus risquées. La pression sur les nouveaux éléments militaires russes dans les lignes de mines et de réduit l'impact de la pression initiale. Ces difficultés retardent la réponse sur le terrain à l'approche des nombres écrasants. Le résultat est un jeu d'échecs où le rythme, et non les nombres, est le facteur déterminant. C'est exactement ce que nous voyons à Pokrovsk. Du côté de la puissance de feu, le ciblage à moyenne profondeur est formé la deuxième colonne qui a ralenti le rythme de l'attaque. Les dépôts, les points de transfert intermédiaires, les zones de maintenance et les positions temporaires sont devenus prioritaires sur la liste des cibles. Le tir de munitions de classe GMLRS a créé des perturbations logistiques qui ont duré plusieurs jours. Une deuxième vague de mini-drones a confirmé les dégâts avec des images d'incendies et d'explosions secondaires. Aucun tir répété inutile n'était dirigé vers les points confirmés et la puissance de feu était déplacée vers le nœud suivant. Ce changement rapide retardait constamment le processus de réparation de la partie défensive. Les retards à l'arrière se reflétaient à l'avant le même jour et les attaques ne parvenaient pas à atteindre l'intensité prévue. Lorsque la première vague faiblissait, les vagues de soutien hésitaient et les tentatives d'avancer se dispersaient. Cette chaîne se répétait jour après jour sur la ligne de front. Chaque coup qui perturbait le rythme permettait à la défense autour de Pokrovsk de se détendre. La guerre électronique et les mesures anti-drone constituaient une autre partie du tableau tactique autour de Pokrovsk. Les tentatives de brouillage GPS et les perturbations des communications étaient utilisées par les deux parties. La partie ukrainienne rétablissait la chaîne de ciblage après de courtes périodes de silence. De nombreux drones utilisés surtout tôt le matin opéraient à basse altitude avec un masquage du terrain pour identifier les cibles. Pour contrer le flux de drones tactiques russes, des brouilleurs à courte portée et des drones chasseurs étaient déployés. Ce va-et-vient ne se produisait pas de la même manière chaque jour, mais en moyenne, la capacité de reconnaissance de la défense était maintenue. Les couches de radar et de défense antiaérienne étaient déployées non pas à grande échelle, mais dans des fenêtres critiques. Les images guidant les tirs indirects étaient collectées avec une fréquence suffisante. Cette continuité empêchait les petites saillies de grossir. La scène de la guerre électronique est devenue le terrain silencieux déterminant l'impact réel de l'artillerie et des roquettes. Dans le contexte du conflit sur le terrain, la pression de la vie civile se poursuit, et cette réalité influence directement la prise de décision. Les cycles d'alerte se sont allongés, les interruptions ont augmenté, et les fenêtres d'évacuation sont devenues plus fréquentes dans les localités autour de Pokrovsk. Les autorités locales ont lié les abris temporaires et les flux de services de base dans les quartiers à risque à des modèles flexibles. Des équipes de réponse rapide ont été établies pour les réparations d'infrastructures critiques. Les pannes dans les lignes d'électricité, d'eau et de communication étaient résolues dans la plupart des jours. Cette résilience soutenait indirectement le moral des troupes au front. Car la valeur de la défense ne se mesure pas seulement au front, mais aussi dans la ville. Tant que la ville respire, le front devient plus calme. Le commandement a maintenu la synchronisation entre la planification du combat et de la logistique pour préserver cet équilibre. Lorsque cette synchronisation est perdue, l'impact politique des petits succès militaires s'affaiblit également. Le terrain continue d'être central dans les décisions à Pokrovsk. Les champs ouverts, les lignes d'arbres, les petites élévations et les ponceaux définissent les limites de la tactique. Alors que le tracé des routes permet des intervalles de réapprovisionnement courts, il augmente le risque d'être ciblé.
Chaque crête sous contrôle offre plusieurs kilomètres de visibilité supérieure. Lorsque cette supériorité est combinée avec l'imagerie thermique nocturne, cela devient coûteux pour l'attaquant. Les champs de mines forcent l'attaquant sur les flancs, permettant aux défenseurs d'établir une poche de feu. Les groupes entrant dans la poche passent plus de temps et de ressources à essayer de sortir. Lorsque les tentatives de secours deviennent des cibles, la deuxième vague s'épuise. Ainsi, les grandes flèches se rétrécissent dans le terrain et se brisent en petites tentatives. Pour la défense, ce scénario se traduit par un rythme gérable. Les scénarios possibles pour Pokrovsk dans les semaines à venir dépendent de deux variables. La première est l'impact des conditions météorologiques sur le terrain et la mobilité blindée et motorisée à l'approche de la saison des pluies et de la boue. Les passages peuvent se rétrécir et les ponceaux pourraient devenir plus critiques. Cela augmentera la valeur de la chaîne drone-artillerie et pourrait rendre les courtes fenêtres plus décisives. La seconde est la pression continue sur les dépôts arrière et les nœuds de transfert. Si cette pression se maintient, l'intensité des attaques reflétées sur le front pourrait de nouveau avoir du mal à trouver un rythme. La partie russe essaiera de nouvelles routes et créneaux horaires, et certains d'entre eux pourraient produire des résultats. Cependant, si la défense maintient sa synchronisation entre reconnaissance et feu, ces résultats pourraient rester de courte durée plutôt que permanents. Si les boules sont dégonflées avant de grossir, la ligne peut être stabilisée à nouveau le long de la même ligne. Dans ce contexte, Pokrovsk maintiendra l'image d'une fenêtre qui se ferme plutôt que d'une porte qui s'ouvre. Tous les résultats sur le terrain semblent clairs et soutenus par des chiffres. La libération mensuelle totale de 58 km² à Pokrovsk et d'Orelia a montré que ces deux exemples ne sont pas des exceptions, mais la norme. Les pressions de flanc de l'armée russe, les tentatives de couper les approvisionnements et l'utilisation de l'infanterie navale sur des fronts étroits ont été stoppées par le terrain et les seuils de feu. Tant que ces conditions restent inchangées, ce qui fera l'histoire à Pokrovsk ne sera pas une seule grande attaque, mais la somme de petites contre-attaques rapides. Merci d'avoir regardé.